Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 5. Chapitre 1, partie 3. Sélection. Considérons maintenant, en quelques lignes, la formation graduelle de nos races domestiques, soit qu'elles dérivent d'une seule espèce, soit qu'elles procèdent de plusieurs espèces voisines. On peut attribuer quelques effets à l'action directe et définir des conditions extérieures d'existence. Quelques autres habitudes, mais il faudrait être bien hardi pour expliquer par de telles causes les différences qui existent entre le cheval de trait et le cheval de course, entre le limier et le lévrier, entre le pigeon messager et le pigeon culbutant. Un des caractères les plus remarquables de nos races domestiques, c'est que nous voyons chez elles des adaptations qui ne contribuent en rien au bien-être de l'animal ou de la plante, mais simplement à l'avantage ou aux caprices de l'homme. Certaines variations utiles à l'homme se sont probablement produites soudainement, d'autres par degrés. Quelques naturalistes, par exemple, croient que le chardon à foulon armé de crochets, qui ne peut remplacer aucune machine, est tout simplement une variété Dipsacus sauvage. Or, cette transformation peut s'être manifestée dans un seul semis. Il a été probablement ainsi pour le chien tournebroche. On sait tout au moins que le mouton ancon a surgi d'une manière subite. Mais il faut, si l'on compare le cheval de trait et le cheval de course, le dromadaire et le chameau, les diverses races de moutons adaptées soit aux plaines cultivées, soit au pâturage des montagnes, et dont la laine, suivant la race, est appropriée tantôt à un usage, tantôt à un autre, si l'on compare les différentes races de chiens dont chacune est utile à l'homme à des points de vue divers, si l'on compare le coq de combat, si enclin à la bataille, avec d'autres races si pacifiques, avec les pondeuses perpétuelles qui ne demandent jamais à couver, et avec le coq bantam, si petit et si élégant, si l'on considère enfin cette légion de plantes agricoles et culinaires, les arbres qui encombrent nos vergers, les fleurs qui ornent nos jardins, les uns si utiles à l'homme en différentes saisons, et pourtant d'usages divers, seulement si agréables à ses yeux, il faut chercher, je crois, quelque chose de plus qu'une simple variabilité. Nous ne pouvons supposer, en effet, que toutes ces races ont été soudainement produites avec toute la perfection et toute l'utilité qu'elles ont aujourd'hui. Nous savons même, dans bien des cas, qu'il n'en a pas été ainsi. Le pouvoir de sélection, d'accumulation que possède l'homme est la clé de ce problème. La nature fournit les variations successives, l'homme les accumule dans certaines directions qui lui sont utiles. Dans ce sens, on peut dire que l'homme crée à son profit des races utiles. La grande force de ce principe de sélection n'est pas hypothétique. Il est certain que plusieurs de nos éleveurs les plus éminents ont, pendant le cours d'une seule vie d'homme, considérablement modifié leurs bestiaux et leurs moutons. Pour bien comprendre les résultats qu'ils ont obtenus, il est indispensable de lire quelques-uns des nombreux ouvrages qu'ils ont consacrés à ce sujet et de voir les animaux eux-mêmes. Les éleveurs considèrent ordinairement l'organisme d'un animal comme un élément plastique, qu'ils peuvent modifier presque à leur gré. Si je n'étais bornée par l'espace, je pourrais citer à ce sujet de nombreux exemples empruntés à des autorités hautement compétentes. Youatt, qui, plus que tout autre peut-être, connaissait les travaux des agriculteurs et qui était lui-même un excellent juge en fait d'animaux, admet que le principe de la sélection permet à l'agriculteur non seulement de modifier le caractère de son troupeau, mais de le transformer entièrement. C'est la baguette magique, au moyen de laquelle il peut appeler à la vie les formes et les modèles qui lui plaisent. Lord Somerville dit, à propos de ce que les éleveurs ont fait pour le mouton, il semblerait qu'ils aient tracé l'esquisse d'une forme parfaite en soi, puis qu'ils lui ont donné l'existence. Sir John Sebright disait au propos des pigeons qu'il se faisait fort de produire à n'importe quel plumage en 3 ans, mais qu'il lui en fallait 6 pour obtenir la tête et le bec. En Saxe, on comprend si bien l'importance du principe de la sélection relativement aux moutons mérinos qu'on en a fait une profession. On place le mouton sur une table et un connaisseur l'étudie, comme il le ferait d'un tableau. On répète cet examen 3 fois par an, et chaque fois qu'on marque ou l'on classe les moutons de façon à choisir les plus parfaits pour la reproduction. Le prix énorme attribué aux animaux dont la généalogie est irréprochable prouve le résultat que les éleveurs anglais ont déjà atteint. Leurs produits sont expédiés dans presque toutes les parties du monde. Il ne faudrait pas croire que ces améliorations fussent ordinairement dues au croisement de différentes races. Les meilleurs éléments
meilleurs éleveurs condamnent absolument cette pratique, qu'ils n'emploient quelquefois que pour des sous-races étroitement alliées. Quand un croisement de ce genre a été fait, une sélection rigoureuse devient encore beaucoup plus indispensable que dans les cas ordinaires. Si la sélection consistait simplement à isoler quelques variétés distinctes et à les faire se reproduire, ce principe serait si évident qu'à peine aurions-nous à s'en occuper. Mais la grande importance de la sélection consiste dans les effets considérables produits par l'accumulation, dans une même direction, pendant des générations successives, de différences absolument inappréciables pour des yeux inexpérimentés. Différences que, quant à moi, j'ai vainement essayé d'apprécier. Pas un homme sur 1000 n'a la justesse de coup d'œil et la sûreté de jugement nécessaires pour faire un habile éleveur. Un homme doué de ces qualités, qui consacre de longues années à l'étude de ce sujet, puis qui avoue son existence entière, en y apportant toute son énergie et une persévérance indomptable, réussira sans doute et pourra réaliser d'immenses progrès. Mais le défaut d'une seule de ces qualités déterminera fortement l'insuccès. Peu de personnes s'imaginent combien il faut de capacités naturelles, combien il faut d'années de pratique pour faire un bon éleveur de pigeons. Les horticulteurs suivent les mêmes principes, mais ici les variations sont souvent plus soudaines. Personne ne suppose que nos plus belles plantes sont les résultats d'une seule variation de la souche originelle. Nous savons qu'il en a été tout autrement dans bien des cas sur lesquels nous possédons des renseignements exacts. Ainsi, on peut citer comme exemple l'augmentation toujours croissante de la grosseur de la groseille à maquereau commune. Si l'on compare les fleurs actuelles avec des dessins faits il y a seulement 20 ou 30 ans, on est frappé des améliorations de la plupart des produits du fleuriste. Quand une race de plants est suffisamment fixée, les horticulteurs ne se donnent plus la peine de choisir les meilleurs plants. Ils se contentent de visiter les plates-bandes pour arracher les plants qui deviennent de type ordinaire. On pratique aussi cette sorte de sélection avec les animaux, car personne n'est assez négligent pour permettre au sujet défectueux d'un troupeau de se reproduire. Il y a encore un autre moyen d'observer les effets accumulés de la sélection chez les plantes. On n'a en effet qu'à comparer dans un parterre la diversité des fleurs chez les différentes variétés d'une même espèce. Dans un potager, la diversité des feuilles, des gousses, des tubercules, ou en général de la partie recherchée des plantes potagères, relativement aux fleurs des mêmes variétés. Et enfin, dans un verger, la diversité des fruits d'une même espèce, comparativement aux feuilles et aux fleurs de ces mêmes arbres. Remarquez combien diffèrent les feuilles de chou et que de ressemblances dans la fleur. Combien au contraire sont différents les fleurs de la pensée et combien les feuilles sont uniformes. Combien les fruits des différentes espèces de groseilles diffèrent par la grosseur, la couleur, la forme et le degré de villosité, et combien les fleurs présentent peu de différence. Ce n'est pas que les variétés qui diffèrent beaucoup sur un point ne diffèrent pas du tout sur tous les autres. Car je puis affirmer, après de longues et soigneuses observations, que cela n'arrive jamais ou presque jamais. La loi de la corrélation de croissance, dont il ne faut jamais oublier l'importance, entraîne presque toujours quelques différences. Mais en règle générale, on ne peut douter que la sélection continue de légères variations portant soit sur les feuilles, soit sur les fleurs, soit sur les fruits, ne produisent des races différentes les unes des autres, plus particulièrement en l'un de ces organes. On pourrait objecter que le principe de la sélection n'a été mis méthodiquement qu'en pratique que depuis 3/4 de siècle. Sans doute, on s'en est récemment beaucoup plus occupé et on a publié de nombreux ouvrages à ce sujet. Aussi, les résultats ont-ils été, comme on devrait s'y attendre, rapides et importants. Mais il n'est pas vrai de dire que ce principe soit une découverte moderne. Je pourrais citer plusieurs ouvrages d'une haute antiquité prouvant qu'on reconnaissait dès alors l'importance de ce principe. Nous avons la preuve que, même pendant les périodes barbares qu'a traversées l'Angleterre, on importait souvent des animaux de choix et des lois en défendaient l'exportation. On ordonnait la destruction des chevaux qui n'atteignaient pas une certaine taille, ce que l'on peut comparer au travail que font les horticulteurs lorsqu'ils éliminent parmi les produits de leurs semis toutes les plantes qui tendent à dévier du type régulier. Une ancienne encyclopédie chinoise formule nettement les principes de la sélection. Certains auteurs classiques romains indiquent quelques règles précises. Il résulte de certains passages de la Genèse que, dans cette antique période, on prêtait déjà quelques attentions à la couleur des animaux domestiques. Encore aujourd'hui, les sauvages croisent quelquefois leurs chiens avec des espèces canines sauvages pour en améliorer la race. Pline atteste qu'on faisait de même autrefois. Les sauvages de l'Afrique méridionale
appareillent leur attelage de bétail d'après la couleur. Les Esquimaux agissent de même pour leur attelage de chiens. Livingstone constate que les nègres de l'intérieur de l'Afrique, qui n'ont en aucun rapport avec les Européens, évaluent à un haut prix les bonnes races domestiques. Sans doute, quelques-uns de ces faits ne témoignent pas d'une sélection directe, mais ils prouvent que, dès l'Antiquité, l'élevage des animaux domestiques était l'objet de soins tout particuliers et que les sauvages en font autant aujourd'hui. Il serait étrange d'ailleurs que l'hérédité des bonnes qualités et des défauts autant étant si évidente, l'élevage n'eut pas de bonne heure attiré l'attention de l'homme. Les bons éleveurs modernes, qui poursuivent un but déterminé, cherchent par une sélection méthodique à créer de nouvelles lignées ou des sous-races supérieures à toutes celles qui existent dans le pays. Mais il est une autre sorte de sélection beaucoup plus importante au point de vue qui nous occupe, sélection qu'on pourrait appeler inconsciente. Elle a pour mobile le désir que chacun éprouve de posséder et de faire reproduire les meilleurs individus de chaque espèce. Ainsi, quiconque veut avoir des chiens d'arrêt essaye naturellement de se procurer les meilleurs chiens qu'il peut. Puis, il fait reproduire les meilleurs seulement, sans avoir le désir de modifier la race d'une manière permanente et sans même y songer. Toutefois, cette habitude, continuée pendant des siècles, finit par modifier et par améliorer une race quelle qu'elle soit. C'est d'ailleurs en suivant ce procédé, mais d'une façon plus méthodique, que Backwell, Collins, etc., sont parvenus à modifier considérablement, pendant le cours de leur vie, les formes et les qualités de leur bétail. Des changements de cette nature, c'est-à-dire lents et insensibles, ne peuvent être appréciés qu'autant que d'anciennes mesures exactes ou des dessins faits avec soin peuvent servir de point de comparaison. Dans quelques cas, cependant, on retrouve dans des régions moins civilisées, où la race s'est moins améliorée, des individus de la même race peu modifiés, d'autres même qui n'ont subi aucune modification. Il y a lieu de croire que l'épagnol King Charles a été assez fortement modifié de façon inconsciente, depuis l'époque où régnait le roi dont il porte le nom. Quelques autorités très compétentes sont convaincues que le chien couchant descend directement de l'épagnol, et que les modifications se sont produites très lentement. On sait que le chien d'arrêt anglais s'est considérablement modifié pendant le dernier siècle. On attribue comme cause principale à ces changements des croisements avec le chien courant. Mais ce qui importe ici, c'est que le changement s'est effectué inconsciemment, graduellement, et cependant avec tant d'efficacité que, bien que notre vieux chien d'arrêt espagnol vienne certainement d'Espagne, M. Borrow m'a dit n'avoir pas vu dans ce dernier pays un seul chien indigène semblable à notre chien d'arrêt actuel. Le même procédé de sélection, joint à des soins particuliers, a transformé le cheval de course anglais et l'a amené à dépasser en vitesse et en taille les chevaux arabes dont il descend, si bien que ces derniers, d'après les règlements des courses de Goodwood, portent un poids moindre. Lord Spencer et d'autres ont démontré que le bétail anglais a augmenté en poids et en précocité, comparativement à l'ancien bétail. Si, à l'aide des données que nous fournissent les vieux traités, on compare l'état ancien et l'état actuel des pigeons messagers et des pigeons culbutants dans la Grande-Bretagne, dans l'Inde et en Perse, on peut encore retracer les phases par lesquelles les différentes races de pigeons ont successivement passé, et comment elles en sont venues à différer si prodigieusement du biset. Youatt cite un excellent exemple des effets obtenus au moyen de la sélection continue, que l'on peut considérer comme inconsciente, par cette raison que les éleveurs ne pouvaient ni prévoir ni même désirer le résultat qui en a été la conséquence, c'est-à-dire la création de deux branches distinctes d'une même race. M. Buckley et M. Burgess possèdent deux troupeaux de moutons de Leicester, qui descendent en droite ligne depuis plus de 50 ans, dit M. Youatt, d'une même souche que possédait M. Backwell. Quiconque s'entend un peu à l'élevage ne peut supposer que les propriétaires de l'un ou l'autre troupeau aient jamais mélangé le pur sang de la race Backwell. Et cependant, la différence qui existe actuellement entre ces deux troupeaux est si grande qu'ils semblent composés de deux variétés tout à fait distinctes. S'il existe des peuples assez sauvages pour ne jamais songer à s'occuper de l'hérédité des caractères chez les descendants de leurs animaux domestiques, il se peut toutefois qu'un animal qui leur est particulièrement utile soit plus précieusement conservé pendant une famine ou pendant les autres accidents auxquels les sauvages sont exposés, et que, par conséquent, cet animal de choix laisse plus de descendants que ses congénères inférieurs. Dans ce cas, il en résulte une sorte de sélection inconsciente. Les sauvages de la Terre de Feu, eux-mêmes, attachent une si grande valeur à leurs animaux domestiques qu'ils préfèrent, en temps de disette, tuer et dévorer les vieilles femmes de leur tribu
parce qu'ils les considèrent comme beaucoup moins utiles que leurs chiens. Les mêmes procédés d'amélioration amènent des résultats analogues chez les plantes, en vertu de la conservation accidentelle des plus beaux individus, qu'ils soient ou non assez distincts, pour que l'on puisse les classer lorsqu'ils apparaissent comme des variétés distinctes, et qu'ils soient ou non le résultat d'un croisement entre deux ou plusieurs espèces ou races. L'augmentation de la taille et de la beauté des variétés actuelles de la pensée, de la rose, du palergonium, du dahlia et d'autres plantes, comparée avec leurs souches primitives ou même avec les anciennes variétés, indique clairement ces améliorations. Nul ne pourrait s'attendre à obtenir une pensée ou un dahlia de premier choix en semant la graine d'une plante sauvage. Nul ne pourrait espérer produire une poire fondante de premier ordre en semant le pépin d'une poire sauvage. Peut-être pourrait-on obtenir ce résultat si l'on employait une pauvre semence croissant à l'état sauvage, mais provenant d'un arbre autrefois cultivé. Bien que la poire ait été cultivée pendant les temps classiques, elle n'était, s'il faut en croire Pline, qu'un fruit de qualité très inférieure. On peut voir, dans bien des ouvrages relatifs à l'horticulture, la surprise que ressentent les auteurs des résultats étonnants obtenus par les jardiniers, qui n'avaient à leur disposition que de bien pauvres matériaux. Toutefois, le procédé est bien simple, et il a presque été appliqué de façon inconsciente pour en arriver au résultat final. Ce procédé consiste à cultiver toujours les meilleures variétés connues, à en semer les graines et, quand une variété un peu meilleure vient à se produire, à la cultiver préférablement à toute autre. Les jardiniers de l'époque gréco-latine, qui cultivaient les meilleures poires qu'ils pouvaient alors se procurer, s'imaginaient bien peu quels fruits délicieux nous mangerions un jour. Quoi qu'il en soit, nous devons sans aucun doute ces excellents fruits à ceux qu'ils ont naturellement choisi et conservé, les meilleures variétés connues. Ces changements considérables effectués lentement et accumulés de façon inconsciente expliquent, je le crois, ce fait bien connu que, dans un grand nombre de cas, il nous est impossible de distinguer et, par conséquent, de reconnaître les souches sauvages des plantes et des fleurs qui, depuis une époque reculée, ont été cultivées dans nos jardins. S'il a fallu des centaines ou même des milliers d'années pour modifier la plupart de nos plantes et pour les améliorer de façon qu'elles devinssent aussi utiles qu'elles le sont aujourd'hui par l'homme, il est facile de comprendre comment il se fait que ni l'Australie, ni le cap de Bonne-Espérance, ni aucun autre pays habité par l'homme sauvage ne nous ait fourni aucune plante digne d'être cultivée. Ces pays si riches en espèces doivent posséder sans aucun doute les types de plusieurs plantes utiles, mais ces plantes indigènes n'ont pas été améliorées par une sélection continue, et elles n'ont pas été amenées par conséquent à un état de perfection comparable à celui qu'ont atteint les plantes cultivées dans les pays les plus anciennement civilisés. Quant aux animaux domestiques des peuples sauvages, il ne faut pas oublier qu'ils ont presque toujours, au moins pendant quelques saisons, à chercher eux-mêmes leur nourriture. Or, dans les deux pays très différents sous le rapport des conditions de la vie, des individus appartenant à une même espèce, mais ayant une constitution ou une conformation légèrement différentes, peuvent souvent beaucoup mieux réussir dans l'un que dans l'autre. Il en résulte que, par un procédé de sélection naturelle que nous exposerons bientôt plus en détail, il peut se former deux sous-races. C'est peut-être là, ainsi que l'ont fait remarquer plusieurs auteurs, qu'il faut chercher l'explication du fait que, chez les sauvages, les animaux domestiques ont beaucoup plus le caractère d'espèce que les animaux domestiques des pays civilisés. La sélection par les